Voici un nouvel épisode de notre série touristique consacrée aux régions au cinéma. Et après la Normandie, voyageons 1000 km au sud sur la Côte d'Azur. Car sur la Côte d'Azur au cinéma on s'y rend, en bateau avec Albert Finet et Audrey Hepburn dans Voyage à deux, en train à Nice avec Charlotte Gainsbourg et son fils dans La promesse de l'aube, en taxi à Antibes avec Jean-Marc Barr dans Le Grand Bleu, en bus à Monaco avec Cary Grant, bien entouré, dans La main au collet, à vélo sur le port de Saint-Tropez avec Gene Seberg dans Bonjour Tristesse, ou encore à pied avec Maurice et Joseph, frères en exil pendant la Seconde Guerre mondiale, rejoignant Nice dans un sac de billes. Oui, des voyages sur la Côte d'Azur, en veux-tu, en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Et commençons par les plages. Des plages de sable à Porquerolles, que parcourent Jean-Paul Belmondo et Anna Karina avec leurs valises dans Pierrot le Fou. Ou des plages de galets, comme à Nice, où se réveille Isabelle Adjani avec sa valise aussi dans La Repentie. Des plages désertes près de Cannes, dans Blue Jeans de Jacques Rosier. Ou des plages bondées à Saint-Tropez, dans Les Randonneurs à Saint-Tropez. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Des plages habillées dans La 8e femme de Barbe Bleue, avec Claudette Colbert, David Niven et Gary Cooper. Hello. Ou des plages nudistes, ou presque, dans Le Gendarme de Saint-Tropez. Vous cherchez quelque chose, messieurs? Les nudistes, où sont-ils? Des nudistes? Quelqu'un a vu des nudistes ici? Vous prenez vos désirs pour des réalités, gendarmes. Mais sinon, à part pour ses plages, la Côte d'Azur est également réputée pour son luxe, à commencer par ses grands palaces que le cinéma a tant filmés, comme le Carlton à Cannes, que découvre Isabelle Carré dans 4 étoiles, ou le Negresco à Nice, où se rend Gérard Depardieu dans Les Compères. Et puis il y a la Principauté de Monaco et Monte-Carlo. Alors déjà, pour bien distinguer les deux, il faut écouter Sacha Guitry dans Le roman d'un tricheur. Monaco, c'est le nom du village, et Monte-Carlo, c'est le nom de la ville. Et si le village est ancien, la ville, elle, est moderne. Et donc, Monaco et Monte-Carlo, principauté de luxe, que l'on découvre par exemple en ouverture de L'Arnaqueur, avec une Vanessa Paradis accro au shopping. Et puis les palaces toujours, et notamment l'hôtel de Paris, où loge l'avocat Fabrice Lucchini, accompagné de son garde du corps Roche Dizem dans La fille de Monaco, mais aussi Audrey Tautou et Gad Elmaleh au balcon dans Hors de prix. À part ça, la Côte d'Azur est également riche en villas toutes plus fastueuses les unes que les autres. Par exemple, la villa Noailles, à Hyères, construite par l'architecte Robert Mallet Stevens et qui sert de décor au court-métrage muet de Man Ray, Les mystères du château du Dé, avec son ambiance surréaliste à l'extérieur comme à l'intérieur. Citons également la Villa Efrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat, que l'on peut notamment voir dans Éternité, avec les rapprochements entre Mélanie Laurent et Jérémy Régnier, à l'intérieur comme à l'extérieur. Enfin, on s'en voudrait de ne pas citer la Villa E 1027 à Roquebrune, Cap-Martin, conçue par l'architecte Eileen Gray, que voici sous les traits d'Orla Brady dans The Price of Desire, une villa novatrice qui, c'est connu, a rendu fou de jalousie Le Corbusier. Mais sinon, eh bien les casinos, qui sont légion sur la côte et sont devenus un passage quasi obligé, et en premier lieu pour Claude Mann et Jeanne Moreau, accros au jeu, qui écument les établissements de Cannes à Nice, dans La Baie des Anges de Jacques Demy. Et ces casinos donnent évidemment à certains quelques envies de hold-up. En tous les cas, Bernard Giraudot et Gérard Lanvin, dans Les Spécialistes, ici en repérage au casino de Nice, avant, quelques jours plus tard, de passer à l'acte tout en acrobatie. Mais les casinos ne sont pas les seules cibles. Ainsi, la Société Générale de Nice a connu en 1976 un cambriolage spectaculaire via les égouts, surnommé le casse du siècle, fomenté par Albert Spaggiari, ce que raconte José Giovanni dans Les égouts du paradis.
Citons également le cambriolage, cette fois inventé, de la bijouterie Van Cleef à Cannes, dans la bonne année, avec Lino Ventura et Charles Gérard, qui chronomètrent minutieusement leur hold-up. Top numéro 1, 4 secondes. Démarrage voiture. Là, tu vires sec, sans partir du cul. Top numéro 2, 13 secondes. Restaurant Félix. Enfin, certains se révèlent moins minutieux. En tous les cas, Jean Dujardin, dans Brise de Nice, dissimulé derrière un masque de Jacques Chirac, pour un casse qui fait pchit. Bonjour, bonjour, mesdames, messieurs. Votre attention, s'il vous plaît. Personne ne bouge. Ceci est un casse. Je suis le président de la République. Et où? À part ça, dans une certaine continuité, la Côte d'Azur est aussi un lieu de crime et d'organisation. Ainsi, Il était une fois un flic de Georges Lautner s'ouvre par l'assassinat sur le parvis de l'église de Menton d'un baron de la drogue. De même, dans Sans mobile apparent de Philippe Labro, l'inspecteur Jean-Louis Trintignant affronte un sniper qui terrorise la ville de Nice et qui vient ici de passer à l'acte. S'ensuit une célèbre course folle de l'acteur sur le port à la recherche du tueur. Une scène qui nous fait penser, mais dans un genre différent, à Alain Chabat, dans La Cité de la Peur, à la poursuite, lui aussi, d'un serial killer, mais sur la croisette. Sinon, des courses-poursuites motorisées sur la côte, il y en a aussi, entre une Renault 5 Turbo et une moto, conduite par Sean Connery, dans les ruelles de Menton, dans Jamais plus jamais, ou entre une voiture et un 3 roues customisé, emprunté par Jean-Claude Van Damme, dans les ruelles du Vieux-Nice, dans Risque Maximum. Mais enfin, celui qui plie le game est évidemment Robert De Niro et son bazooka sur les routes sinueuses au sortir de Nice, dans Ronin. Mais encore, eh bien le cinéma, avec, pour commencer, les studios de la Victorine à Nice, auxquels François Truffaut rend un célèbre hommage dans La Nuit américaine, des studios qui ont été parmi les plus importants d'Europe, accueillant des tournages de Jean Renoir, Max Ophuls ou Henri-Georges Clouzot, mais aussi d'Alfred Hitchcock, Otto Preminger ou Stanley Donen, donnant au studio le surnom d'Hollywood-sur-Mer. Et puis, il y a le Festival de Cannes, bien sûr, parfois montré au cinéma, à commencer par l'ancien palais des festivals, détruit depuis, que l'on peut voir dans la dernière scène du Coup du parapluie, avec le triomphe de Pierre Richard et Valérie Mérès. Sinon, le nouveau palais a lui aussi été parfois filmé, et par exemple par Brian De Palma, dans Femme fatale, pour une montée des marches sous haute tension de l'équipe du film de Régis Varnier Est-Ouest, car en parallèle se fomente un vol de bijoux. Sinon, moins spectaculaire, mais tout aussi mémorable, le Festival de Cannes vu par Hong Sang-soo dans La caméra de Claire, avec Kim Min-hee, préférant au stress et paillettes du tapis rouge, les chemins de traverse, les balades dans la vieille ville ou sur la plage, ponctuées par de jolies rencontres. I'm sorry. Is it okay? It's okay, I don't mind. Oh, thank you. Enfin, terminons ce tour d'horizon en quittant, nous aussi, le strass et les paillettes, car le cinéma a aussi évoqué une autre côte d'Azur moins clinquante. C'est le principe du documentaire à propos de Nice, que Jean Vigo réalise en 1930, qui commence par des voiliers, des cours de tennis et des palaces qui font tourner la tête, et puis, quelques minutes plus tard, des images d'un autre Nice. Une collision, un choc social, qui est également au cœur d'une fille facile, de Rebecca Zlotowski, tournée à Cannes, avec Mina Farid et Zaya Dehar, qui s'ennuient sur leur balcon en bordure de voie ferrée, puis qui vont goûter un temps au luxe en rencontrant Benoît Magimel et un collègue sur leur yacht, mais cela ne va évidemment pas se passer comme prévu. C'est la première fois que tu fais du bateau alors que t'habites à Cannes? Bah oui, il y a une première atout. Et puis dans un registre proche, citons le récent Diamant Brut d'Agathe Riedinger, où la jeune Malou Kebizi vend des parfums volés dans les rues et les parkings de Fréjus.
et rêve en parallèle d'une autre vie qu'elle entrevoit notamment en se rendant à un shooting photo dans une grande villa. Enfin, il y a De rouille et d'os de Jacques Audiard, avec Matthias Schoenaerts, qui montre là aussi l'envers du décor, la vie dans les mobil-homes à Antibes, loin des palaces. Il y a du soleil ici, hein? Mais un film qui montre aussi, dans de saisissantes scènes de plage, avec une Marion Cotillard meurtrie par la vie, que la mer, apaisante et salvatrice, est finalement la même pour tout le monde. Bref, si on ajoute le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, filmé de façon réaliste dans Grand Prix, et la course sur le même circuit, filmée de façon moins réaliste dans la Coccinelle à Monte-Carlo, si on ajoute le Stade de Nice, années 50, qui accueille la finale entre Vaubrel et Excelsior dans le triporteur, avec Darry Cole en gardien facétieux, et le centre d'entraînement de la Turbie à Monaco, dans les Tuches, qui accueille Jean-Paul Rouve en coach facétieux lui aussi. Avec Jeff Tuche, personne ne reste sur la Tuche. Si on n'oublie pas les répétitions du chorégraphe Louis de Funès, alias Evan Evans, et sa troupe au théâtre de Monaco, dans l'Homme Orchestre, et l'avant-première des Chaussons Rouges à Monaco aussi, dans les Chaussons Rouges, mais aussi le domaine des Colettes d'Auguste Renoir à Cagnes-sur-Mer, que découvre Christa Terré dans Renoir, et la chapelle Saint-Pierre de Villefranche-sur-Mer, que revisite Jean Cocteau dans le Testament d'Orphée. Il me semble bien être passé avec ces gestes devant la chapelle Saint-Pierre, que j'avais peinte en 1957 comme mon propre sarcophage. On peut dire que la Côte d'Azur est au cinéma partout, surtout que nous n'avons pas cité l'Observatoire de Nice, dans lequel s'abritent Colin Firth et Emma Stone dans Magic in the Moonlight, ni la tante anxieuse et bientôt résignée d'Annie Girardot à l'aéroport de Nice dans Un homme qui me plaît, et puis la villa de Daniel Pomeroy, Patrick Beauchot et Aidé Politoff à Gassin dans La collectionneuse, et la villa d'Alain Delon et Romy Schneider à Ramatuelle dans La piscine. Oui, tout le monde au cinéma se rend un jour ou l'autre sur la Côte d'Azur, même Prince ambiançant les réceptions niçoises dans Under the Cherry Moon, même Taron Egerton, alias Elton John, sur la croisette pour un I'm Still Standing rédempteur dans Rocketman. Et enfin, même Rowan Atkinson, alias Mr Bean, en pleine forme, sur la plage de Cannes, avec ses amis fans de Charles Trenet, dans les vacances de Mr Bean. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes liées de près ou de loin à la Côte d'Azur au cinéma, en tous les cas pour nous. Bercez mon cœur pour la vie. Notre numéro 5, commençons par Agnès Varda, car la cinéaste a réalisé, à ses débuts, en 1958, un court-métrage documentaire entièrement consacré à la Côte d'Azur, du côté de la côte, et comme toujours chez Varda, avec une touche de malice, et même ici une pointe d'ironie, dès le générique, porté par une chanson écrite par Agnès Varda et Georges Delerue, et interprétée par le baryton Jean-Christophe Benoît. Nizza, Nizza, la più bella. Nizza, Nizza, la più bella. La baie des angeli, des angeli, des angelos. La baie des angelos, des angelos, des angeli. Angela.
Anna, la più bella, la più rigia, la più piena di battelli, ed alberghi. Antiva, Antiva, la più bella, la più antica, la più pura, la più pittoresca. Santropizza, la più bella, la più artista, la più moderna, la più piena di ragazzi. Viva Santropezze! Bella, la più bella, la più gentile, la più vicina d'Italia. La più bella, viva Mentana. Notre numéro 4, La main au collet, qu'Alfred Hitchcock réalise sur la Côte d'Azur en 1955. Un film comme une déclaration d'amour à la French Riviera, et notamment dans cette scène de pique-nique entre Cary Grant et Grace Kelly, en surplomb de la principauté de Monaco, que l'actrice rejoindra bientôt en tant que princesse Grace. Oh, lovely day. Have you ever seen any place in the world more beautiful? Et puis, le Carlton à Cannes, évidemment, sa plage bondée, certes, mais aussi et surtout les couloirs du Palace, et la suite 623, qui scelle la première rencontre entre Cary Grant et Grace Kelly, ponctuée par l'un des baisers les plus inattendus de l'histoire du cinéma. Aren't you going in? I'm down the other end. Notre numéro 3, La baie des Anges de Jacques Demy, trop rapidement évoqué dans notre introduction, et plus précisément son ouverture, Jeanne Moreau au petit matin, sur la promenade des Anglais, après une nuit que l'on imagine passée à perdre son argent au casino, avec, pour dire la passion dévorante et destructrice du jeu, un travelling arrière lancé à vive allure, inarrêtable, et une musique de Michel Legrand au piano, lancée elle aussi à vive allure et elle aussi inarrêtable. Notre numéro 2, un film que nous avons soigneusement gardé pour le top, est Dieu créa la femme, que réalise Roger Vadim en 1956 et qui révèle évidemment Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, boudeuse dans les ruelles de Saint-Tropez, Brigitte Bardot qui s'ennuie à son mariage avec Jean-Louis Trintignant, selon le rite de notre mère, la Sainte Église. Brigitte Bardot qui s'encanaille avec Christian Marquand sur la plage, et enfin bien sûr, Brigitte Bardot sur la piste de danse, libérée, délivrée, difficile, voire impossible, de faire plus mythique. Arrête!
Enfin, notre numéro 1 est pour nous l'évidence de l'évidence, Mélodie en sous-sol, qu'Henri Verneuil réalise en 1963, pour un casse spectaculaire, celui du casino du Palm Beach à Cannes, fomenté par Jean Gabin et Alain Delon, et plus précisément son final, au lendemain du hold-up, la police qui enquête au Palm Beach, alors qu'Alain Delon et Jean Gabin sont encore sur place, avec des valises remplies de billets, un final comme une chorégraphie, un ballet, rythmé par la musique de Michel Magne, un final d'une intensité folle, et encore aujourd'hui, un final pour l'éternité. C'est à vous, monsieur. Évidemment, c'est un peu mince tout ça. Vous êtes-vous déjà trouvé avec une mitraillette dans le dos face au mur, commissaire? Ce n'est pas mon rôle, monsieur Grimm. En somme, le seul indice sérieux que l'on possède d'après votre déposition, ce sont les sacs. Ah, là, je crois pouvoir être un peu plus précis. Car en réalité, les sacs sont les seules choses que j'ai vraiment aperçues. Mais attention, je dis bien aperçues. Mais dites-moi, vous m'avez parlé de sac en peau de porc. C'est pourtant un article courant, ça. Eh bien, c'est un modèle plutôt élégant, avec, enfin, façon solier, avec une sorte de patte ou de langue dramatue. C'est tout. Vous m'excuserez de vous embêter avec tous ces détails, mais comme ce sont les seules indications sérieuses, vous comprendrez que je m'y accroche. Donc, sac en peau de porc, modèle élégant, languette rabattue. Il y a bien encore un petit détail, mais... alors là, je suis moins affirmatif. Il me semble avoir vu des soufflets sur le côté. Ah. Et l'autre? Pour l'autre, alors, je suis moins formel. Il m'a semblé que c'était un sac en toile écrue avec des garnitures de cuir. Mais en somme, vous pourriez les reconnaître. Ah, ça sans aucun doute. Nous les retrouverons sûrement, mais probablement vide. Quitte à retrouver quelque chose, je préfère que ce soit l'argent. Les sacs ne sont pas à moi. Vous étiez assuré pour combien? Environ le double. Mais nous avons fait une très petite saison.